passé beaucoup de temps parce que vous êtes intarissable et ce livre est bourré. Non, non, mais c'est génial. Ce livre est bourré d'histoires, d'anecdotes et montre justement cette interaction continue et ces améliorations continues. Pourquoi est-ce que ces découvertes, ou en tout cas, oui, ces découvertes, se sont faites en Chine et pas ailleurs? Pourquoi la Chine? Oui, c'est vraiment c'est une question effectivement qui taraude parce que en fait il y a pas seulement la Chine et l'Europe, il y a tout l'ensemble du monde, hein. Alors je pense que la Chine est la seule civilisation encore existante d'ailleurs qui a duré aussi longtemps sur des bases culturelles, philosophiques et politiques identiques. Si vous comparez les Han, et bien avant les Han, au Qing, plutôt au Ming, qui était une des dernières dynasties, vous avez la même façon de penser, la même façon de faire les choses. Et les envahisseurs qui ont envahi la Chine à plusieurs reprises, que ce soit justement les Mongols au XIIIe siècle ou les Qing de la dernière dynastie mandchoue, en fait, se sont sinisés. Donc même eux, en fait, ont appliqué les mêmes recettes. Alors cette continuité historique, cette continuité évidemment de l'écriture, et ça, nous, on n'a pas été non plus très très gâtés là-dessus. Ils forgent l'écriture, on va dire, au IVe siècle avant notre ère, hein, et cette écriture, elle reste identique. C'est-à-dire que je peux lire aujourd'hui des textes écrits sous les Han. Est-ce que vous pouvez lire même des textes écrits au XVIe siècle? Même ça, on ne peut pas le faire parce que le français, les S sont des F, les mots sont très, très déformés. Donc, en fait, continuité historique, conservation des documents. Donc, cette continuité a amené que les gens avaient du temps, en fait, finalement. Et comme ils conservaient les sciences d'avant, les connaissances d'avant, eh bien, ils progressaient pas à pas, une découverte après une découverte. Tout ne s'est pas fait en un jour, hein. Toutes ces découvertes se sont étalées sur 1500 ans au moins. Donc, en fait, c'est simplement que... Et vous aviez la même force politique parce que c'était une science d'État. Nous, on n'a jamais eu de science d'État en Europe. Les penseurs grecs, c'était des penseurs isolés, hein, qui étaient effectivement travaillaient à leur compte d'une certaine façon. Avec un peu de chance, il y avait peut-être un mécène de temps en temps. C'était pas une structure étatique. On peut comparer la Chine d'il y a 2000 ans avec notre science d'aujourd'hui, où il y a le CERN, le CEA, des gens qui sont payés par le gouvernement pour faire des recherches. Moyennant quoi, ils ont une vision à long terme. Ils sont pas à répondre à n'importe quelle demande immédiate. Et donc, ça a créé cette réflexion. Et ensuite, ils ont une interrogation sur la nature que j'ai trouvé subjugante. Oui, alors ça je voudrais pas qu'on l'occulte. Il y a une interrogation sur la nature et aussi un positionnement de l'homme par rapport à la nature qui est tout à fait spécifique. Vous parlez à un moment donné d'acupuncture. Vous expliquez la médecine chinoise qu'on connaît, en tout cas qu'on pense connaître ici en Occident. Il y a une anecdote que vous racontez qui dit, voilà, pour bien comprendre la différence, ici en Occident, on va chez le médecin quand on est malade et on le paye pour qu'il nous soigne. Quand on va en Chine, on va chez le médecin pour ne pas tomber malade et on arrête de le payer si on l'est. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça montre la différence de philosophie. C'est-à-dire que effectivement, l'esprit chinois, c'est toujours de se garder. On parle beaucoup d'harmonie hein, quand on parle de la pensée asiatique, mais c'est vrai. Harmonie ciel-terre, harmonie de l'homme avec la nature qui l'environne. Et donc ça, évidemment, dans les temps les plus anciens, et ça s'est conservé. Et donc ça donne une position complètement différente. Évidemment, on peut dire que c'est cette forme d'écologie naturelle qui se traduit par le fait que, comme vous faites partie de la nature, vous investiguez tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'étant pas séparés, vous vous comparez à une guêpe, vous comparez à un ours, vous comparez à un arbre. Et donc, la philosophie, la poésie chinoise, notamment, est très, très influencée par toute la nature qui les environne et qui les a amenés à se poser la question, mais pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Et c'est profondément dans la médecine. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, moi, j'ai été intéressé de voir que l'évolution de la pensée européenne, en fait, quand même, on a fait notre évolution scientifique. Maintenant, on commence à faire un peu notre évolution culturelle en se disant, on n'a pas toujours pensé de la bonne façon de temps en temps. C'est-à-dire, en mettant l'homme en dehors de la nature, on a certainement fait une erreur. D'ailleurs, on voit les conséquences que ça a amené. Et donc, dans la médecine chinoise, c'est très, très profond parce que, alors, je pense que les deux méthodes ont des bons résultats. La pensée analytique européenne, on pourrait dire que la pensée européenne est analytique, elle découpe tout en petits morceaux pour étudier les morceaux les uns après les autres. Et la pensée chinoise est ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire, holistique, ça vient de holos, le tout en grec, c'est qu'elle considère toujours l'ensemble comme un tout.
Et elle étudiait le tout pour savoir comment la partie peut s'intégrer dans le tout. Et la médecine chinoise, c'est exactement ça. Hein. Quand l'acupuncture a essayé de s'introduire en Europe, les médecins européens ont dit « Mais vous êtes fous, ils vous piquent ici parce que vous avez mal là. » Enfin, ça va pas, quoi. Mais non, parce que dans la pensée chinoise, qu'elle soit avérée ou non, qu'elle soit démontrée ou non, là, je rentrerai pas dans le débat de l'efficacité de l'acupuncture, mais c'est que vous êtes un tout, et donc tout est relié. Et donc, en fait, finalement, c'est comme pour votre voiture, je l'explique un peu dans le livre comme ça, si votre voiture, elle ne marche pas, pour qu'elle marche, il faut écouter sans cesse quand elle marche, comment elle marche. Et que vous entendrez tout d'un coup un petit bruit, vous saurez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand vous êtes bien portant, vous surveillez que vous êtes bien portant. Et tandis que nous, on attend qu'elle tombe en panne, et puis on dépiote tout. Ah, ben c'est l'alternateur. Et donc, en fait, on va réparer l'alternateur, mais c'est trop tard, vous êtes déjà tombé en panne. Mais pour la médecine, c'est pareil. Alors, la médecine chinoise est un petit peu attractive par ça, parce qu'on sent confusément quand même qu'on est un tout. Hein. On est soumis à des tas d'influences, ça circule partout. Donc, la pensée analytique a peut-être un peu ses limites dans la médecine moderne. Alors, la science chinoise et la Chine va connaître une éclipse importante pendant 3 siècles. On n'a pas le temps ici d'en détailler les raisons, mais vous concluez, je dirais, votre livre en expliquant qu'on a largement sous-estimé la capacité de la culture chinoise. Ça, c'est un fait. Vous l'expliquez, vous le décrivez, vous le démontrez. Que vous cherchez à travers cet ouvrage à rééquilibrer en quelque sorte la perception qui est trop dépréciatrice, je vais y arriver, de l'Europe par rapport à cette culture-là, voire méprisante. Vous utilisez ce mot aussi régulièrement et vous dites, regardez, aujourd'hui les choses changent, la Chine est sur la Lune, la Chine se pose sur Mars du premier coup, c'est pas évident, les taïkonautes sont dans l'espace et tout va très vite. D'ailleurs, les premières expériences de physique quantique en orbite ont lieu aussi dans l'espace. Donc, vous posez la question, vous terminez en disant est-ce que les découvertes de demain se feront en Chine? C'est une question tout à fait importante, en sachant qu'en plus, la production scientifique chinoise va vraisemblablement dépasser la production scientifique américaine en nombre de publications. Sauf qu'on peut-être quand même, à un moment donné, vous accuser de naïveté, peut-être de complaisance pour certains qui vous suspecteront, finalement de ne pas mettre en lumière aussi les côtés sombres du régime, hein, qu'on pointe tous du doigt en Occident en disant quand même la Chine aujourd'hui n'est pas la Chine du passé. Elle ignore la démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'expression, elle surveille les individus, elle les exploite, elle consomme sans se préoccuper trop des gaz à effet de serre en continu, etc. etc. Est-ce que vous ne pensez pas être victime d'aveuglement pour l'avenir, tant la brillance des lumières du passé que vous avez découvertes est forte? Non, je ne pense pas ça. C'est une jolie question. Mais oui, c'était une bonne question. Bien sûr. Non. Le fait est que ce que je voulais combler, parce qu'en fait, il me semble que peu d'entre nous ont l'occasion d'aller en Chine ou de côtoyer une civilisation qui finalement est très très différente de la nôtre, très très différente, donc qui nous paraît très étrangère. En fait, elle est moins étrangère qu'on ne pense. Ceux qui lisent la poésie chinoise, des choses comme ça, ou même les romans de science-fiction chinois à l'heure actuelle, peuvent s'en rendre compte. Donc, ce que je voulais combler, c'était de dire, nous, en tant qu'Européens, parce que nous avons pris une place prédominante dans le monde, à l'issue, évidemment, des colonisations, des explorations, etc., que nous n'avons pas forcément gagné uniquement avec nos propres forces, puisqu'on a vu qu'évidemment, nous avons beaucoup emprunté au reste du monde, eh bien, nous devons connaître le reste du monde. Et j'ai voulu simplement combler cette absence de connaissance. Je suis parti de cette histoire d'encyclopédie qui ne parlait pas du tout de l'astronomie chinoise. Et donc, j'ai voulu faire le pont avec la science moderne, simplement pour montrer qu'il ne fallait pas s'étonner que, entre guillemets, l'esprit chinois soit si efficace dans la science, puis qu'il l'a toujours été. Donc c'est ça. Mais je ne me porte pas pour autant le garant du régime politique chinois et j'aimerais bien que chacun d'entre nous se distingue de cet aspect-là. On peut simplement voir, surtout dans le domaine de la science, de la philosophie, des idées, de la littérature, voir qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde politique et le monde des scientifiques, des chercheurs, des écrivains. Et on voit bien qu'effectivement, ce sont 2 mondes séparés. Moi, si je montre les succès de la science chinoise, c'est juste pour montrer que c'est sans doute la
la persistante de cet esprit d'exploration qu'ont toujours montré les scientifiques chinois depuis des siècles. C'est tout. Je ne dis pas que c'est... Et par là même, je ne rends pas forcément hommage au régime politique qui dirige la Chine. Je pense pertinemment ce serait un autre régime politique, on aurait les mêmes résultats. Donc c'est tout. C'est une chose assez simple comme ça. Après, on peut se poser des questions. Comment on pourrait diriger un pays de 1 milliard 1,4 milliard qui ont été passés par la Chine d'individus. C'est très compliqué. Ça, on n'en a pas conscience qu'on est des petits pays. Mais bon, donc ça, c'est une autre discussion. Mais donc j'aimerais, dans la mesure des choses, qu'on puisse faire une... Sinon, on est coincé. Si on prend, encore une fois, même le monde du sport, si vous voulez, et maintenant devient un enjeu politique. Alors, vous ne pouvez plus être sportif, vous ne pouvez plus être scientifique sans porter allégeance à un régime ou alors à un autre. Je pense que ce n'est pas notre... Alors, ce que vous pointez, évidemment, et qui nous intéresse beaucoup, c'est de l'importance de l'histoire des sciences, et de l'importance de la connaissance de l'origine des savoirs. Est-ce que vous estimez, et pas seulement par rapport à la Chine, mais de façon globale, est-ce que l'histoire des sciences est parent pauvre de nos enseignements, parent pauvre de nos connaissances, et qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus indispensable de connaître l'origine de nos savoirs plutôt que de connaître le savoir lui-même qui est accessible à tout moment, à tout instant, à la vitesse de la lumière par Internet. Ah oui, je pense que alors c'est très très difficile à expliquer ça parce que l'histoire des sciences est confondue avec le passéisme. C'est pas parce qu'on s'intéresse à tel écrit de Buffon, tel écrit de Laplace ou qu'on est passéiste. On veut juste comprendre comment les gens pensaient. Pourquoi on veut comprendre comment les gens pensaient? Parce qu'on continue à penser comme eux. On a le même cerveau. Simplement, on a des problèmes différents à résoudre. Et parfois, les méthodes qu'ils employaient peuvent s'appliquer encore aujourd'hui si on voulait se revenir à comment ils pensaient. Surtout qu'ils avaient la chance à leur époque d'avoir une vision beaucoup plus globale de la science. C'était pas des scientifiques dans des domaines très 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 étroits. Moi-même, je suis un hyper spécialiste de l'astronomie en étudiant, comme tu l'as dit, les objets denses et pas les galaxies. Donc, vous voyez, donc très rapidement, on perd de vue la globalité de son sujet et les scientifiques anciens, surtout quand ils écrivaient très très bien. Donc, on peut les lire très facilement. Ils vous redonnent des idées nouvelles. Et par rapport notamment aux autres cultures, ça c'est déjà dans notre propre culture, l'histoire des sciences dans notre propre culture, et a fortiori dans les cultures autres, parce que ça, on en apprend encore beaucoup mieux. Et moi, je me suis fait une vision maintenant un peu différente, puisque vous savez que la physique moderne est sur le point de rencontrer une impasse fondamentale, qui est liée à ce que nous appelons le déterminisme. C'est-à-dire que nous, dans la pensée cartésienne, la science moderne, c'est de dire une cause entraîne un effet, et la loi peut permettre de prédire tout, puisque quand on a la bonne équation, on peut tout prédire et rien ne viendra perturber ça. Ce qu'on appelle le déterminisme. Les choses sont déterminées, il suffit de trouver la bonne clé. D'ailleurs, Laplace, dont je parlais à multiples reprises, avait trouvé que c'était génial parce qu'il avait effectivement décrit toutes les lois des planètes avec les lois de Newton et de Kepler et ça marchait très bien. Il disait, bon voilà, la grande horloge cosmique terminée, j'ai plus rien à y toucher. Eh bien, depuis un certain nombre d'années, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. C'est des choses aussi simples que ça ne marchent pas. Parce que vous avez isolé, comme je le disais, un petit problème, une planète autour du Soleil. Certes, la première approximation, ça va marcher. Mais ensuite, il y a les autres planètes, puis peut-être les autres étoiles à tour. Chacune va exercer une petite perturbation et vous ne pouvez pas calculer, dans 100 millions d'années, on est incapable de dire où seront les planètes autour du système solaire, malgré qu'on ait les lois de Newton, etc. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on appelle maintenant le chaos, c'est que si vous changez un tout petit peu à un moment donné une équation, elle diverge vers une autre solution. Ça s'appelle le chaos. Et on est depuis une trentaine, quarantaine d'années en train de se creuser la tête. Comment ça se fait qu'avec des lois soi-disant exactes, on tombe sur ce phénomène? On le sait parce que maintenant on fait tourner les ordinateurs et on sait très bien que les planètes, vous les voyez changer. Après, de temps en temps, elles reviennent à un point d'équilibre, ce qu'on appelle un attracteur. Mais c'est subjugant. C'est-à-dire la physique moderne, la science moderne ne peut pas expliquer ça pour l'instant. Et là, en fait, c'est là où on se dit, si on abandonne le déterminisme des équations qu'on a, on abandonne le déterminisme de la réalité. Vous savez que la mécanique quantique est une part importante de la physique. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui, les caméras, etc., c'est la mécanique quantique. Eh bien, nous dit, ben non, la réalité, ça peut être une onde et une particule, c'est la même chose, la lumière. Deux choses différentes, une onde et une particule. Elle veut dire, une particule, non, ça n'existe pas. On est encore dans l'idée d'un point. Non, vous avez éventuellement une probabilité dans une grande région ici d'avoir peut-être un électron.
Mais ça, c'est complètement stupéfiant. On est obligé de changer d'état d'esprit. Et là, la pensée asiatique, qui effectivement considère toujours qu'il y a une interaction avant tout avec le reste, nous donne des pistes, en fait, peut nous donner des pistes. C'est pour ça que je me suis dit, quand je dis est-ce que les découvertes de demain se feront en Chine, peut-être que le mode de pensée, qui est complètement différent, parce qu'ils appliquent à l'heure actuelle des recettes du cartésianisme, on pourrait dire, mais ils ont en arrière-plan de leur culture des choses différentes, pourront les amener peut-être à penser le monde différent, et compris effectivement des choses aussi essentielles dans la physique. Et de penser peut-être comme les cosmogonies chinoises, de vivre dans 3 ou 4 situations différentes. C'est-à-dire on s'accommode très bien de la relativité générale, mais aussi de la physique quantique alors qu'elle ne se parle pas. Voilà. Et pour nous, c'est un drame, mais peut-être que... Alors, on a toujours l'espoir, parce que, en fait, si vous réfléchissez bien, c'est que notre esprit a été conditionné par cette espèce de monothéisme, c'est-à-dire, nous, c'est l'unité que l'on recherche avant tout, que ce soit avec la religion, que ce soit même dans la science, on a conservé ça. Alors, cherchant l'unité, il nous fait la loi unique, etc. En fait, effectivement, il faut peut-être se rendre à l'évidence qu'encore une fois, le regard que vous portez sur la réalité, vous utilisez des outils pour un certain regard et d'autres outils pour un autre. Et la relativité et la mécanique quantique, moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais certain, c'était la mécanique quantique, ça a commencé dans les années 1930, vous voyez, donc on fête maintenant le centenaire de la mécanique quantique. J'aurais jamais imaginé qu'on n'ait pas résolu ce problème entre ces deux descriptions de la réalité, la relativité d'un côté et la mécanique quantique. Ben non, on est toujours devant la même échéance. Et d'ailleurs, le prix Nobel de 2022 de Alain Aspect nous a montré ça. C'est-à-dire que cet homme a passé sa vie à démontrer que non, on ne pouvait pas sortir du fait que la lumière avait 2 formes différentes et qu'on pouvait la faire passer par deux trous, alors que normalement, c'est qu'un seul photon. Il a eu le prix Nobel pour ça, et je suis très, très heureux parce qu'il s'est heurté à un scepticisme, mais vraiment forcené, en disant mais non, c'est pas possible, il doit y avoir d'autres paramètres qu'on ne connaît pas, etc. Mais non. Alors, donc cet homme, je l'admire beaucoup parce que vraiment, qu'il ait été récompensé par le prix Nobel, je trouve ça génial parce qu'il a eu beaucoup de mal à faire admettre que non, lui, il voyait que la réalité, c'était comme ça. Est-ce qu'on n'aime pas non plus, Jean-Marc, je dirais les belles histoires, celles qui se racontent au coin du feu et vous voyez, je veux vous emmener, et sur laquelle vous avez travaillé, c'est l'histoire du Big Bang. Dans les années entre 1995 et 2005, je crois, vous avez réalisé pour Ciel Espace un certain nombre d'entretiens avec... alors pas nécessairement les pairs, mais en tout cas des acteurs, des opposants du Big Bang. Alors on peut citer Fred Hoyle, Burbidge, Narlikar, Hans Bethe, qui a eu le prix Nobel pour la découverte du mode de fonctionnement des étoiles, Sandage, etc., etc. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur la façon dont se construit une théorie qui est aujourd'hui consensuelle, qui aboutit à une histoire à laquelle tout le monde aujourd'hui dans les milieux scientifiques adhère en disant c'est un modèle mais on n'a pas trouvé mieux, etc. Qu'est-ce que vous avez appris en rencontrant directement, personnellement les acteurs ? Oui, c'est très important. Là aussi, comme pour la Chine, c'était vraiment... Il faut vraiment vivre les choses personnellement. Je pense c'est difficile toujours à travers que des textes. Et en rencontrant les gens, évidemment, ils vous transmettent leurs certitudes et leurs doutes. Alors, tous ces grands scientifiques, je les ai rencontrés, effectivement, à la fin de leur vie. Ils n'avaient plus rien à démontrer. Et ils laissaient apparaître leurs doutes. Parce que je pense que c'est humain. Pendant sa carrière, on n'aime pas trop aller dans le domaine de l'ombre du doute. On préfère, effectivement... Alors, donc, c'était bien sûr sur l'interrogation que nous avons sur l'histoire du cosmos. Comment peut-on écrire l'histoire du cosmos? Et même ceux qui étaient partisans, on va dire, pour parler en termes vulgaires, du Big Bang, le Big Bang étant la théorie qui explique à l'heure actuelle l'évolution de l'univers, même ceux qui étaient les plus fervents partisans m'ont en fait communiqué leurs doutes sur le fait que c'était vraiment une première ébauche qui était vraiment très très simpliste, etc. Et ça m'a ouvert les yeux parce que je m'autorisais pas avant à remettre en question ce grand discours qui est présenté tout le temps sous de multiples formes très convaincantes avec des décimales, 13,7 milliards d'années, l'univers, etc. Si vous analysez, je regrette que le grand public n'ait pas accès à ces discussions-là, même si on essaye de le faire. Moi, j'ai fait un petit bouquin sur le Big Bang pour ça. Leur donner accès au fait que rien de tout ce qu'on vous dit n'est vraiment démontré. Ce sont encore que des hypothèses. Donc, arrêtons de dire l'univers a 13,7 milliards d'années.
peut-être avec les hypothèses que nous avons. Et plus nous allons, plus cette fameuse description montre des failles. Et ces gens-là m'ont montré que oui, il fallait toujours questionner, même les résultats qui semblaient les plus acquis. Le doute, c'est l'arme ultime de la science. C'est pas la certitude. On ne doit jamais être certain, on doit toujours douter. Et donc, il y a effectivement, vous le savez, par souci effectivement d'impressionner, de réécrire une belle histoire, beaucoup de scientifiques actuellement exagèrent un peu en présentant les choses comme déjà résolues, alors que c'est un énorme chantier, l'histoire de l'univers, un énorme chantier, et les difficultés s'accumulent. On a encore dernièrement, là, depuis un an, les résultats de ce grand satellite s'appelle James Webb, 6 mètres de diamètre, dans l'espace, pour observer les galaxies les plus lointaines. Eh ben, manque de peau. On croyait voir des galaxies, on en a vu d'autres types. Elles sont déjà très évoluées. Donc, de nouveau, ça ne marche pas avec l'image qu'on avait de l'histoire de l'univers. Bon, alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément la mauvaise image. Simplement, c'est une première ébauche. C'est-à-dire que peut-être on en changera complètement, peut-être on va réussir à l'améliorer, mais arrêtons de faire dire aux scientifiques la vérité puisqu'ils ne l'ont pas. Et la science ne vous donnera jamais la vérité. Elle vous donnera la meilleure description qu'elle peut donner du réel, éventuellement avec des applications pratiques. Mais je suis effectivement un peu, en tant que scientifique, en ayant lu justement beaucoup d'histoires des sciences, certain que les choses vont évoluer, évidemment. Mais il faut aller jusqu'au bout, Jean-Marc. Vous vous êtes pris une volée de bois vert. Il faut être très clair. On vous a accusé d'aller sur un terrain qui n'était pas le vôtre, en disant vous êtes illégitime. Je connais des cosmologistes dont je tairai le nom, qui sont intervenus auprès du CNRS pour vous empêcher de participer à des débats, de discuter. Ça ressemble à une... Enfin, je veux dire, c'est choquant quand on est extérieur. Est-ce que c'est aussi dur que ça? Oui, c'est choquant. Et pourquoi c'est aussi dur que ça? Oui, c'est choquant. C'est plus ou moins anecdotique. C'est volé. Il y a pas de. Mais c'est vrai que c'est un réflexe un petit peu abusif, je pense. Bon, il est très difficile pour quelqu'un qui fait toute sa carrière dans un domaine de démonter ses propres certitudes et de dire ben non, je me suis trompé. C'est pour ça qu'on a ce problème-là. Alors moi, j'avais l'avantage effectivement de ne pas être dans ce mais c'était mon domaine, c'est l'astrophysique, l'histoire du cosmos, c'est l'astrophysique. Hein. On ne pouvait pas faire une partie de l'histoire de l'astrophysique sans faire l'ensemble. Hein. Donc je me suis intéressé à ça par le biais de ces rencontres. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris et donc ensuite j'ai commencé à écrire ce que j'avais compris et du coup je me suis heurté à, entre guillemets, des gardiens du dôme. Mais je n'aime pas trop rentrer dans des questions de personnes. C'est totalement anecdotique si vous voulez. L'important, c'est d'une part, qu'est-ce qu'on transmet au grand public? Parce que ces gens-là viennent me voir en me disant mais non, tu comprends, mais non, mais tu sais ça, on le discute, etc. Voilà. Si tu le discutes, pourquoi ne pas le dire à l'extérieur? Ça s'explique en termes simples. Hein. L'histoire du cosmos, c'est une équation, hein, donc c'est pas trop compliqué. Hein, même si maintenant on fait des tas de choses sur ordinateur. Et donc j'avais souci de ça, surtout que la science soit bien expliquée. Et moi, je trouve qu'elle est mal expliquée à l'heure actuelle, puisque beaucoup de gens pensent que c'est terminé, qu'on a la solution depuis longtemps, que c'est Big Bang. Mais est-ce que ça veut dire que vous iriez jusqu'à dire que le Big Bang est une croyance moderne? Bah alors évidemment, quand on parle de croyance, c'est abusif aussi de parler de ça. Je pense que c'est... Alors, c'est aussi un peu poignant parce que l'histoire des sciences, malheureusement, nous a donné un très bon exemple de quelque chose qu'on a voulu faire durer trop longtemps et qui n'a pas marché. Et c'est justement l'histoire dans la représentation du cosmos. C'est la version grecque ancienne du cosmos où on voulait mettre des cercles. Alors, à l'époque, le cosmos, c'était juste le système solaire. Hein. On n'avait pas encore notion des galaxies. Il fallait quand même que ça marche correctement avec la période des planètes, etc. On voulait mettre des cercles. Et puis, on n'y arrivait pas finalement parce que, en fait, évidemment, c'est pas vraiment des cercles. C'est des ellipses. Alors, l'ellipse, elle est proche du cercle, mais c'est pas un cercle. Alors, ces malheureux scientifiques grecs ont voulu rajouter des cercles après des cercles. Ils étaient arrivés à un truc pas possible. Il y avait des dizaines de cercles dans tous les sens et ça ne marchait toujours pas. Et il fallait juste se dire, ah ben non, c'est pas un cercle, c'est une ellipse. Ouais, c'est quand même un pas un peu important. Hein. Et personne n'a su le faire à l'époque. Donc, si on avait été plus prudent, on aurait pu regarder et dire peut-être qu'on abandonne les cercles tout de suite. Alors, le Big Bang, on rajoute des choses. On vous a rajouté... dans le petit livre que j'ai fait l'historique. Donc, c'est très simple hein, parce que vous voyez les années se passer et à chaque fois, il y a des choses qui se rajoutent. Alors, le Big Bang, au départ, c'est une très bonne idée hein, parce qu'il y avait très peu d'observables, comme on dit dans notre jargon. Et puis, on avait tout mis à peu près dans le bon ordre. Mais après, on s'est dit, eh ben, là, ça marche pas. Ah ben donc on va rajouter de la matière noire. Ah ben oui, mais si on met la matière noire, alors l'âge de l'univers n'est plus le bon. Il faut rajouter absolument quand même quelque chose qui pousse un peu. Alors on rajoute de l'énergie noire. Et puis après, il a fallu dire, ah ben non, au début, il faut que ça se dilate beaucoup, parce que sinon on ne comprend pas que ça soit uniforme. Donc c'était l'inflation. Donc vous avez des ingrédients dont personne ne sait la nature. Mais personne.
L'univers, le Big Bang à l'heure actuelle, on vous fait une histoire de l'univers alors qu'on connaît 5%. Qui peut décrire quelque chose, vous connaissez 5%. Vous ouvrez un livre, un roman policier de 100 pages, vous lisez 5 pages, vous dites, oh, ça y est, j'ai compris toute l'intrigue. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on ait absolument conscience de ce que c'est que ces composants. S'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas? Donc, vous voyez, le chantier est énorme. Non, mais c'est tout ce que je peux dire. Non, mais c'est pas négatif. Ma position n'a jamais été négative par rapport à la cosmologie, parce que je suis tout à fait conscient. Je voudrais simplement j'aimerais que certains scientifiques le soient conscients de leurs hypothèses. Parce que si vous ne remettez pas en question les hypothèses, vous tournez en rond pendant des années. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, même peut-être plus. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux scientifiques qui arrivent, qui se forment aujourd'hui, je dirais, pour changer la situation? Je ne dis pas nécessairement au sein des équipes, mais est-ce que ça veut dire introduire dans la formation de l'histoire des sciences, avoir des débats éthiques, enfin, je veux dire, quelles seraient vos propositions? Ce serait très intéressant d'avoir des vrais débats, effectivement. La proposition, ce serait effectivement à chaque fois qu'on est dans un domaine, que ce soit dans n'importe quel domaine, de relire l'histoire des idées qui ont donné lieu à l'état de l'art à laquelle on est. Parce que là, on se rend compte qu'à un moment donné, on a pris un embranchement, mais on pouvait en prendre un autre. Alors, vous le gardez en mémoire, puis vous regardez si votre chemin se continue. Si ça se continue bien, vous tombez sur la découverte du siècle, etc. Il n'y a rien à toucher, ça va bien. Mais si ça se passe mal, vous remontez un peu le fil des idées, c'est là que tu as des sciences intéressantes, et vous dites, ah, si je prenais l'autre embranchement, personne ne l'a fait avant moi, parce qu'on s'est préoccupé de l'autre chemin, eh ben, je vais prendre ce chemin-là. Ça demande une force de caractère, parce que tout le monde va dire, mais non, ça on a déjà regardé, ça marche pas. Et en fait, si vous voulez, il y a des scientifiques quand même qui, encore maintenant, y compris dans le domaine du Big Bang, qui explorent d'autres domaines, et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Quand on est un vrai scientifique, on explore les différentes possibilités. Vous allez retourner en Chine ? Ah oui, parce qu'on a un lancement. Alors, on a un satellite, le CEA, a eu depuis de longues années, parce que ça a été un chemin avec beaucoup d'embûches, a fait un projet du temps où la Chine était évidemment la coopération principale de tous les pays européens. Chirac avait signé un accord en 2006 avec Hu Jintao, qui était le Premier ministre de l'époque, d'un satellite purement franco-chinois. Et on arrive à 2024, il va être enfin lancé. Parce qu'au passage, après, il fallait pas mettre les composants qui n'allaient pas, etc. Enfin, toute une histoire. Et ce satellite va être lancé, il est purement franco-chinois, donc ça nous a appris beaucoup de choses, d'ailleurs, sur le fonctionnement de la Chine moderne, parce que les chercheurs, les ingénieurs du CEA qui ont été régulièrement en Chine pour construire et élaborer ce satellite se sont rendus compte, effectivement, de l'atmosphère, hein, on pourrait dire, scientifique. Donc, le monde scientifique à l'heure actuelle en Chine ne subit pas de pression particulière du monde politique. Au contraire, il y a beaucoup de moyens qui leur sont donnés. Donc, ils sont assez contents, finalement, de l'économie actuelle de la Chine, puisqu'en 20 ans, ils ont franchi beaucoup d'étapes. Et donc, ce satellite va être lancé le 24 juin. On croise les doigts, il a été un peu décalé. Et donc, je retournerai en Chine pour cette occasion-là, avec justement, c'est amusant, parce qu'à la fois du côté chinois, du côté français, ce que j'ai acquis me permet d'apporter le recul historique. Et en fait, à ma grande surprise, parce que du côté français, je savais que ça pouvait étonner un peu les Français, parce qu'on n'a pas beaucoup de connaissances de l'astronomie ancienne chinoise. Mais du côté chinois aussi, ça intéresse, parce que, comme tout un chacun ici, hein, que vous soyez intéressé à l'astronomie, vous ne connaissez pas forcément tout ce qu'a fait Galilée, tout ce qu'a fait Copernic, on ne connaît pas l'histoire des sciences spontanément. Eh bien, les Chinois, même quand ils sont astrophysiciens, ne connaissent pas l'histoire des sciences de leur pays. Et donc, j'amène au fait l'éclairage, parce que là, comme c'est un satellite qui va observer les explosions d'étoiles les plus lointaines auxquelles on peut accéder. Donc, ça fait écho directement avec ce que faisaient il y a 2000 ans les astrophysiciens chinois, les astronomes chinois qui observaient les explosions d'étoiles. Donc, il y a un jeu comme ça de montrer, il y a une continuité, que pour une fois, l'Europe va rejoindre la Chine, cette problématique-là. Alors, en conclusion, je vais vous demander un pronostic à votre avis, les Chinois seront-ils sur la Lune avant le retour des Américains ? C'est amusant, ça, c'est très amusant, parce que moi, j'ai trouvé un petit peu dommage, par exemple, l'Europe et les États-Unis ne sont plus du tout préoccupés de la Lune après les années Apollo. Pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, parce que la Chine dit
on va se poser sur la Lune. Alors tout d'un coup, et dans l'urgence absolue, avec des dépenses phénoménales, d'ailleurs comme Apollo, hein, on met des milliards, alors qu'on aurait pu tranquillement faire un programme scientifique d'occupation de la Lune, etc. Et cette fois-ci, on aurait été avant les Chinois, ou les États-Unis auraient été avant les Chinois. Donc là, bon, c'est déplorable comme attitude, parce que ça ne bénéficie pas tant que ça aux scientifiques, finalement, parce que c'est fait dans l'urgence. Vous voyez, le truc, ça a foiré encore hier, donc voilà. Bon, ça marchera forcément. Mais bon, alors, quel intérêt de faire cette compétition ? Moi, j'ai discuté quand même, je vous donne mon point de vue, c'est pas du tout l'ensemble, avec des astrophysiciens chinois, parce qu'ils sont partie prenante. Hein, quand ils posent des trucs sur la Lune, il y a d'ailleurs des expériences françaises qui vont encore aller sur la Lune avec Chang'e 6 qui va être lancé au milieu de l'année, là. Et donc, tout le monde est concerné du point de vue scientifique. Et ils m'ont dit, mais non, on ne cherche pas à aller avant d'autres. D'ailleurs, ils ont fait leur programme, ils l'ont vraiment assez bien déployé et ils vont essayer de le tenir. Comme tout le monde, ils ont des écarts d'un an ou deux de temps en temps. Donc, ils ne sont pas dans cette problématique-là. Peut-être le monde politique l'est plus. En tout cas, les scientifiques ne le sont pas. Donc, eux, ils vont continuer leur programme. Moi, je ne peux pas être devin parce qu'il y a tellement d'aléas, hein, y compris dans la géopolitique. Mais c'est vrai qu'on voit deux démarches. L'une est plus convaincante pour moi que l'autre. Vous allez me dire, je suis peut-être un peu trop naïf, encore une fois, mais c'est planifié du côté chinois. Moi, je me rappelle du temps du gaullisme, en fait, si vous voulez, le début, il y a une coopération franco-soviétique, par exemple, hein, parce que De Gaulle voulait équilibrer la géopolitique. Eh bien, effectivement, on en a beaucoup bénéficié au CEA. Et donc, je ne sais plus ce que je vais vous dire là-dessus, parce que, en fait, c'est planifié. À l'époque, dans les années 80, on planifiait la recherche scientifique à 5 ans, etc. Résultat, les crédits étaient là et on ne changeait pas de cap tous les 6 mois. Maintenant, on commence à avoir une gestion de la recherche qui est un peu différente, tandis qu'en Chine, ils sont planifiés. Alors, c'est le mode, entre guillemets, soviétique, hein, avec les qualités et les défauts. Mais les crédits sont là, les projets sont là, et finalement, vous regardez, leur planning est assez bien tenu hein, pour des choses qui sont complexes. Hein. Ils vont sur la Lune. Ils ramènent les échantillons du premier coup. Ils vont sur Mars. Les gens, avant d'aller sur Mars, ils allaient y tourner autour. Après, ils allaient poser quelque chose. Puis après, ils posaient un robot. Ben là, en une seule mission, ils ont tout fait de la première fois. Donc, ils balisent bien, ils programment bien. Bon, je pense que c'est ça c'est ça leur qualité. Hein. C'est-à-dire que, et donc après, pour dire qui arrivera le premier, ça, Après 4000 ans d'astronomie chinoise, les sciences de l'Empire du Milieu chez Belin, Jean-Marc Bonnet-Bidot, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de cette invitation. Merci beaucoup.